Dis bonjour Jennifer. Voilà les facteurs de motivation qui vont justement favoriser cette poursuite, inciter à poursuivre la pratique du sport chez les jeunes filles. Un petit mot tout d'abord sur vos fonctions là à l'ULB, même si c'est écrit, mais présentation c'est toujours Mais mieux donc, aussi. enchantée, Jennifer Faucard, je suis psychologue de formation. Enfin, je pratique encore un petit peu, mais plus beaucoup parce que je suis professeure temps plein à l'image de Géraldine, à l'ULB, à la faculté des sciences de la motricité. Cette année, on a rajouté humane parce que au niveau international, la motricité, certains pensaient qu'on réparait des moteurs, donc on s'est dit on va changer. Faculté de la science des motricités humaines, et je suis psychologue temps plein là, professeure de psychologie. Je m'occupe de l'unité de recherche en psychologie de la santé et de la motricité humaine, qui a 3 thématiques de recherche, donc la psychologie de la santé. Mais dans la psychologie de la santé, on va s'intéresser aussi à tout ce qui est pratique du sport pour la santé mentale, mais aussi pour la prévention, tout ce qui est prévention santé. Je m'occupe de la psychologie du sport, et c'est plus dans ce domaine-là pour laquelle je suis aujourd'hui présente, et tout ce qui touche aussi à la psychomotricité. Et donc je donne cours, je fais de la recherche, et je pense que c'est dans le cadre d'une de mes recherches que j'ai réalisée avec Émilie, qui est une de nos anciennes étudiantes. Donc c'est aussi des travaux des anciens étudiants, mais ici, elle était en l'occurrence promotrice, puisqu'elle travaille chez nous aussi, et où on a poursuivi une recherche, et on en fait encore une actuellement, dont je dirais 2 mots à la fin, pour que vous diffusiez bien l'enquête dans vos clubs, pour qu'on puisse avancer aussi par rapport à ça. Très bien, et donc plusieurs activités de front. Et donc les rôles modèles seront certainement très importants aussi, notamment les Red Panthers. Tiens, je vais juste souligner qu'en plus, pour une fois, je pense que c'était peut-être la première fois, je regarde Dominique, peut-être Émilie aussi, elles ont fait mieux que les Red Lions pendant les Jeux Olympiques. C'est à vous. Et c'est pas la dernière fois. Mais donc, merci déjà pour l'invitation. Et donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'une recherche qu'on a effectuée en 2022, à l'image de la recherche de Géraldine. Pour commencer, je vais d'abord contextualiser pour essayer de vous expliquer, puisque moi je vais vous parler des jeunes filles, mais parler de jeunes filles, c'est parler de la génération d'aujourd'hui. Et la génération d'aujourd'hui, si on doit parler de facteurs motivationnels, on ne parle pas de la même chose. On doit déjà contextualiser, expliquer un peu le profil de nos ados, de nos grands ados. Et donc je vais commencer plus par vous expliquer un peu quel est le profil psychologique de manière très courte de ce qu'on appelle la génération Z. On peut parler aujourd'hui encore de la génération alpha, mais je vais me centrer sur la génération Z pour vous montrer un peu en termes de communication, parce que c'est un de mes domaines quand même assez important, c'est la communication, comment on adapte la communication, comment on adapte la prise en charge des jeunes d'aujourd'hui et la façon de collaborer avec eux, parce que je pense qu'on peut dire ce qu'on veut, on peut dire oh, c'était mieux avant, peu importe. Il faut qu'aujourd'hui, on fasse avec et qu'on s'adapte et justement qu'on prenne de front les choses plutôt que de se dire c'était mieux avant et aujourd'hui c'est pas bien. Non, on va prendre avec, on va faire avec et on va jouer aussi sur tout l'aspect positif de ces changements. Je vais me centrer ensuite plus spécifiquement sur les jeunes filles. Donc vraiment pour contextualiser mon propos, je vous présenterai ensuite l'étude réalisée. Je ne vous ai pas mis... je pense ce qu'on appelle plus les aspects académiques. J'ai fait la même chose, j'ai essayé vraiment de montrer les pistes qui se dégagent et principalement justement les pistes de réflexion sur le coaching, où j'ai essayé de proposer des pistes pratiques, j'en ai plein d'autres. Par contre, moi, je ne peux pas rester pour le débat parce que je suis maman d'un joueur de hockey et c'est son premier jour et il m'a dit « tu dois être là ». Maman, le samedi, tu n'es souvent pas là parce que tu dois souvent aller à des conférences, mais celui-ci, tu seras là. J'ai dit oui. Et donc, je ne resterai pas. Et donc, comme je vous l'ai dit, face au monde qui change, à un moment, il faut aussi qu'on change nous aussi, plutôt que de se dire on va réparer que les erreurs, on va anticiper en tout cas le changement. Et l'idée, c'est de présenter un peu à qui on a affaire, qui sont les jeunes d'aujourd'hui, comment ils évoluent et quelles difficultés aussi ils rencontrent par rapport à tout ça. Et donc, je vous ai repris un peu ce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, en tout cas ceux qui sont dans le marketing, mais en psychologie, on l'utilise aussi un peu. On revient un peu sur les différentes générations. La génération des boomers, ceux qui étaient vraiment dans le sens du travail, qui restaient dans la même entreprise, qui ne changeaient pas, qui toute leur vie travaillaient au même endroit, avec vraiment ce sens du devoir présent. Et puis, la génération X, dont beaucoup d'entre vous sont entre la génération X et la génération Y, plus ou moins, qui était beaucoup plus dans la question de l'avoir, de posséder, où le statut social avait une importance, mais aussi le fait de combiner travail, famille, statut social,
plus anxieux aussi, mais ce sont quand même des personnes qui ont ressenti la crise mondiale. Le burn-out est celui qui les touche le plus, cette génération-là, parce que justement, ils veulent continuer à exceller et à briller dans un monde qui a trop vite évolué. Et puis, on se retrouve avec la génération Y. Souvent, on dit que c'est en lien avec les écouteurs. Le Y des écouteurs, mais c'est aussi en lien avec X, Y, Z. Mais cette génération du Y, on reprend le Y du Y, cette génération qui a posé beaucoup de questions, qui ne veut pas rester dans le même emploi, qui change beaucoup, qui, dès qu'elle arrive pour un job, demande d'abord les congés et puis va d'abord demander aussi le salaire, mais en même temps qui revendique le droit de profiter de choses, revendique le droit de faire passer sa vie personnelle avant sa vie professionnelle, et qui est beaucoup moins, par contre, individualiste que ce que n'a été ou que ce que n'est la génération X. Mais donc, celle qui va nous intéresser, c'est évidemment cette génération Z. J'avais mis jusque plus ou moins 2010, on l'imagine, mais je pense qu'elle va jusque 2012. On parle de la génération alpha après, on est retourné au début de l'alphabet. Et donc, cette génération qui est digital naïve, donc née avec les ordinateurs, et où en fait, tout est possible tout de suite. Et donc, qui a beaucoup de mal à gérer la frustration, qui a beaucoup de mal à l'attente, qui a beaucoup de mal même à chercher, en fait, tout simplement. Je vais faire ma vieille, je vais faire ma daronne, comme dirait mon fils. Ils ne vont plus chercher dans un dictionnaire, ils ne vont plus chercher dans un livre. Il faut tout de suite. Et s'ils ne savent pas, ils demandent à maman, qui est là. Et ma fille m'a déjà fait un schéma. Toi, tu es calculatrice. Et elle m'a fait, toi, pourquoi je te téléphone toujours? Parce qu'en fait, tu es à la fois l'encyclopédie, à la fois la calculatrice, à la fois celle qui fait à manger, à la fois la femme de ménage, à la fois la... Et donc, en fait, tu réponds tout le temps à tout. Donc, c'est super, il suffit de t'appeler, tu sais tout. Non, non, en fait, non. Et alors, je suis obligée de lui dire, tu sais, je suis en cours, hein, là, donc, en fait, je ne sais pas. Ah, tu sais pas me conduire? Ben non, en fait, dans 10 minutes, je vais te donner cours. Ah bon? Ben oui, non. Oui, mais bon, ok. Donc, ça, c'est un peu cette génération-là qui est très connectée et pourtant peu informée, parce que ne remet pas en question les informations, et qui est aussi, un peu, je donnais cette image de ma fille qui téléphone toujours, mais parce qu'elles sont plus dépendants. Ils ont du mal à être plus autonomes, ce qui est expliqué par le fait que nous-mêmes, en tant que parents, et donc on a participé à ça, mais je pense que c'est un défi sociétal, on a beaucoup moins laissé nos enfants prendre les transports en commun plus vite. Ils ont toujours eu leur GSM, donc on sait à peu près toujours où ils sont à n'importe quel moment, ce qui les rend plus dépendants de par l'interaction qu'on a mis en place, et qui font qu'ils ont du mal à faire face à quelque chose de nouveau. Finalement, tout ce qui est nouveau est anxiogène, tout ce qui est un défi est plus difficile à mener. Ils ont beaucoup plus de mal à réfléchir par eux-mêmes, mais ils vivent par contre beaucoup plus dans l'instant présent et dans la solidarité, et je pense que ça, c'est vraiment une des pistes clés, c'est cette solidarité que, comme je vous ai dit, qui s'est créée progressivement au travers des générations, et qu'on voit encore aussi beaucoup aujourd'hui. Je prends l'exemple de l'université maintenant, et quand on voit ce qui existait avant, moi quand j'étais à l'université, c'était presque qu'on ne se passait pas les résumés, parce qu'il fallait quand même faire attention. Maintenant, je vois, il y a WireNote, des sites où il y a tous les résumés, tout le monde met ces sites là-dessus. Ils ont des groupes WhatsApp avec 700 étudiants dedans, où passent tous les résumés, et pourtant ils ne se connaissent pas. Ça, c'est magnifique, mais ils sont beaucoup plus solidaires, ils vont transmettre les questions, ils vont transmettre tout ce qui est possible aide, mais quand ils sont assis dans l'auditoire, ils sont tout seuls. Ils ne se parlent pas, et ça les rend assez anxieux parce que finalement, ils vivent un peu derrière leurs écrans. Ils ont l'impression d'être dans une société où il y a du monde, et puis quand ils voient sur les réseaux sociaux, ils disent « mais finalement, je suis assez seul », ce qui développe finalement beaucoup d'anxiété. Il manque de sécurité de manière générale. Et donc, ces enfants ont généralement ce qu'on considère pas tout à fait le même développement affectif. On a considéré qu'aujourd'hui, dans les études, 60% des adolescents sont considérés comme stressés à des niveaux significatifs sur des gestuels d'anxiété, et des enfants donc de moins de 12 ans aussi. Donc, comme je vous disais, ils passent moins de temps en contact direct avec leurs proches, ou avec leurs amis plutôt, et sont hyper protégés. On leur dit très rarement non. En tout cas, on leur dit non, très peu non dans le cercle familial, beaucoup moins non qu'avant dans le cercle familial, ce qui veut dire que les possibilités d'agir dans la maison sont beaucoup plus grandes, mais par contre, pour sortir, et s'ils veulent sortir, là, les non sont en dehors, on ne sort pas, on reste dans le cercle, mais là, c'est vrai qu'on ne fait pas attention, que le GSM monte dans la chambre, qu'ils sont jusqu'à 2h du matin. Pour ça,
l'enfant a moins de limites à l'intérieur de la maison et on a plus à l'extérieur de la maison pour sortir. Ce qui change son profil et qui fait aussi que fondamentalement, nos athlètes aussi sont différents. Parce qu'on peut parler des jeunes, je pourrais en parler pendant 1 heure, mais ici, je vais me centrer sur les athlètes. Ces athlètes, c'est 27% de la population de l'ensemble des athlètes, la génération Z. Ils ont beaucoup plus de mal à communiquer efficacement. Donc, quand on va faire des débriefings, des coachings, ils vont très peu parler, très peu intervenir. Par contre, sur les réseaux sociaux, si on leur demande et communiquer avec leur coach sur WhatsApp, c'est beaucoup plus facile pour eux que d'avoir une conversation en face à face. Ils ont une courte durée d'attention, ce qui fait que, par exemple, dans un débriefing de match, j'avais pris l'exemple avec mon fils par rapport à son coach, justement de hockey, parce qu'on avait un peu parlé sur le coaching, il m'avait demandé quelques conseils, et puis je lui ai dit, mais tiens, ton dernier coaching, la fin du match, qu'est-ce que tu leur as dit? Est-ce que tu sais me dire, cibler les points que tu leur as donnés comme information? Ça, ça et ça. Et j'ai dit, et pour toi, le message était clair? Et puis il me dit, oui, je suis sûre. Je lui ai dit, écoute, on va faire un test. Je vais chercher mon fils. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit au dernier coach, au dernier match, ton coach? Qu'il fallait jouer plus en équipe, faire des passes. Je vois la tête du coach. Pourtant, il a 14 ans et a priori, il n'est pas complètement idiot. Mais je lui dis, voilà, le problème, c'est vraiment dans l'interaction, la nécessité de toujours partir d'eux et revenir vers vous, parce que sinon, si ça part que de vous et que vous attendez qu'eux disent rien, en fait, avec cette génération-là, ça ne marchera pas. Et donc, les feedbacks doivent être fréquents et réguliers et dans quelque chose où, justement, ça part de l'enfant, de l'adolescent, et puis, en fait, le coach réagit, parce que sinon, en fait, il est passif et il y a la mouche qui est passée et c'est fini, on a déjà perdu l'adolescent et l'adolescente. Il manque souvent de force mentale, d'indépendance. Quand ils perdent, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très mal vécu, parce qu'ils n'ont pas l'habitude des défis, ils n'ont pas l'habitude d'être mis en difficulté, puisqu'ils sont moins face à l'imprévu que les autres générations. Et donc, ces enfants qui ont évolué si vite, et c'est une génération qui a évolué beaucoup plus vite que les autres, maintenant on est plus proche entre alpha et Z que ce qui était entre Y et Z. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut évoluer. Alors, lorsque l'on s'intéresse plus particulièrement aux jeunes filles, qu'on contextualise, on voit qu'elles sont encore plus dépendantes de leur smartphone que les garçons, mais parce qu'elles sont plus dans les réseaux sociaux et les garçons sont plus dans les jeux. Donc, Brawl Stars et tout ce qui joue, je ne sais même plus tous les jeux, mais c'est Brawl Stars. J'aime bien comme ça, Brawl Stars. Et les filles, par contre, elles sont beaucoup plus dans les réseaux sociaux à regarder. On avait fait aussi une étude sur l'utilisation des réseaux et les troubles alimentaires, parce qu'effectivement, elles vont beaucoup plus modifier les photos, changer les profils, quelque chose de très fort lié à l'apparence. Elles expriment aussi un plus grand besoin de soutien social, et c'est mignon parce que depuis ce matin, elles lui disent « Ah ben si, on est ensemble dans la direction, si on est ensemble, si on fait des groupes de soutien », et effectivement, la femme fonctionne. Avec le groupe de soutien, la femme a besoin du soutien social, et elles sont plus sensibles à l'image, on le verra, et on verra un résultat étonnant dans notre recherche que certaines filles arrêtent le hockey juste à cause de la jupe. Et donc, on a réalisé, comme je vous disais, une étude sur les facteurs motivationnels qui vont favoriser la poursuite de l'activité sportive. Vous l'avez peut-être vu passer dans vos clubs. Cette étude, c'était un questionnaire qu'on a réalisé et où on avait évalué, justement, dans le constat de départ, qu'il y avait un plus grand nombre de désaffiliations dans les clubs de hockey et qui avait augmenté pour les adolescentes, plus particulièrement, contrairement aux garçons. Cette année, on s'intéresse par contre aux deux populations, parce qu'en fait, on se rend compte que dans le hockey, on arrête plus que dans les autres sports. Et donc cette année, ça c'est l'objet de la recherche, mais c'est garçons et filles. Et en tout cas, dans la région francophone, la Ligue de hockey soulignait que 15,86% des jeunes filles se désaffilient en U14 et 26% en U19. Et donc on a voulu essayer d'expliquer ce phénomène. Ce phénomène, on s'est intéressé à toutes les jeunes filles de la catégorie U12 jusqu'à U19, qu'elles soient en catégorie loisirs ou compétition. On s'est intéressé à toutes les femmes qui ont arrêté de jouer dans ces catégories et qui ont recommencé par après. On s'est intéressé aussi aux femmes qui ont arrêté la discipline et qui n'ont plus repris. Et tous devaient pratiquer dans un club de hockey belge. On a exclu celles qui ne savaient pas lire le français pour une question tout à fait pratique. Pour répondre à un questionnaire, c'est compliqué. Et donc, on a fait un questionnaire, c'est le même type de questionnaire qui va vous apparaître ensemble. On a fait des publicités via les mails, les sites internet,
mais aussi, je pense qu'Émilie s'est déplacée avec notre étudiante dans les clubs pour proposer directement les questionnaires aux joueuses. Et on s'est intéressé dans ces questionnaires aux facteurs de motivation dans la continuité de la pratique, les raisons de changement de club, lorsqu'il y avait un changement de club, la relation avec le coach ou le commencement d'une autre activité physique, ce qui nous inquiète généralement moins d'ailleurs, la mixité, l'égalité entre filles et garçons dans la discipline, la difficulté de la discipline en tant que fille, et on a demandé les suggestions que les jeunes filles pouvaient faire par rapport au hockey féminin. Et donc, globalement, on a interrogé 547 joueuses avec un âge entre 12 et 29 ans, puisqu'on a été jusqu'aux femmes qui s'étaient arrêtées en U14, U19. Principalement des jeunes filles de 19-20 ans ont répondu au questionnaire, et c'était principalement des jeunes filles qui jouaient encore, qui ont essayé d'expliquer le phénomène. Il était évidemment plus difficile, via nos moyens, d'aller chercher les gens qui avaient arrêté, puisqu'on diffusait via la Ligue, mais on en a eu quand même. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris ? Je ne vais pas vous montrer des graphes avec des chiffres ou des choses comme ça, je vais juste vous dire que, de manière générale, le point numéro 1 qui arrive toujours pour les filles, c'est l'aspect social. Vraiment, lorsque les amis, il n'y a pas d'ambiance, l'équipe, l'intégration, ça c'est vraiment le gros point qui fait qu'une fille continue ou arrête de jouer au hockey. La pression mise et la perte de confiance en soi par le coach, ça a été un élément donc, qui rejoint 2, 3, mais qui était vraiment la pression mise pour continuer à rester dans les équipes 1. Ça, c'est quelque chose qui est apparu très fréquemment. Ou même quand on est dans des équipes loisirs, le fait qu'on soit dévalorisé si on n'était pas une des meilleures joueuses de l'équipe. Et comme je vous dis, comme elles sont plus sensibles à tout ce qui est difficulté, c'est quelque chose qui va les toucher très fort. La présence de l'école à la fin des secondaires, début de l'université, et puis le favoritisme qui est présent dans certaines équipes, qui a été aussi nommé. Globalement, les réflexions et les différences, il y a eu quand même de nombreuses filles qui ont évoqué cette différence de considération homme-femme dans les clubs. On avait parlé de l'heure des matchs, mais je pense que c'est présent aussi dans les catégories. On avait par exemple de l'arbitrage, je ne vous apprends rien, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose et un point qui est ressorti. Le fait qu'on met beaucoup moins en avant les équipes de filles, on parle beaucoup moins d'elles. Il y a beaucoup moins d'aide par rapport aux équipes filles dans les clubs par rapport aux équipes garçons. Ils ont l'impression vraiment qu'on ne va pas s'intéresser à elles, qu'on ne va pas mettre en évidence leurs résultats, que cette inégalité homme-femme, elle est présente à tous les niveaux. Cette question de la pression est revenue quand même assez régulièrement, cette pression qu'à un moment, en tant qu'adolescente, et surtout vers la fin de l'adolescence, ils n'ont plus envie d'avoir et qui font qu'ils vont arrêter. Et puis, la question de la tenue, comme je vous ai dit, comme l'image est au centre des générations de cette génération-là, à cause de tous ces réseaux sociaux, justement, où on fait les photos et tout, le fait de devoir porter une jupe était un des motifs, quelque chose qu'elles avaient vraiment envie qu'on change dans les clubs, parce qu'elles ne voulaient pas montrer leurs jambes, parce qu'elles ne voulaient pas montrer leur corps. C'était quelque chose qui les mettait mal à l'aise. Autre facteur sensible, donc comme je vous ai dit, ces 3 facteurs sensibles, j'ai essayé de les reprendre et de proposer des pistes de solutions. Et donc pour la pression, clairement dans les facteurs sensibles, je pense que le fait de mettre des débriefings individuels et de groupe, et dans ces débriefings individuels et de groupe, de plutôt se focaliser sur l'objectif individuel, et donc c'est quelque chose que je propose souvent, mais voilà, qui est vraiment de dire, toi, là où tu en es aujourd'hui, dis-moi quels sont tes points forts, tes points faibles, ok, quels sont tes objectifs pour la fin de la saison, qu'est-ce que tu veux qu'on travaille ensemble. Ça permet de mettre moins de pression à la jeune fille parce qu'elle n'est pas dans le vide. En fait, quand on communique clairement avec la génération Z, c'est beaucoup plus facile pour eux. Et en fait, l'évaluation par rapport à eux-mêmes est beaucoup plus facile, ce qui finalement dans les clubs se fait assez peu en milieu de saison, de dire quels sont tes objectifs à toi, ou en tout cas, ça se fait assez peu lorsqu'on parle d'équipes, je pense U14B2, U14B3, mais c'est des équipes pour lesquelles il faut aussi mettre des objectifs individuels, des débriefings individuels où on part de l'ado et puis retour, et puis des débriefings de groupe, mais où on se centre plus sur l'aspect justement psychologique et où un doit dire à l'autre ce qu'il fait bien et ce qu'il trouve qu'il doit améliorer, et que ça se passe dans la gestion du groupe, ce qui permet effectivement de recréer cette dynamique. La gestion du stress, on l'évoque assez peu, pourtant elle doit être centrale aujourd'hui avec les pratiques chez les ados. Comme je vous disais, je pense qu'il y a ici beaucoup de parents d'ados.
il ne faut pas aller très loin pour se dire que les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus anxieux et le nombre de crises d'angoisse qu'on a, les consultations, moi je continue une consultation de psychologie une demi-journée par semaine, je peux vous dire que les rendez-vous avec les ados, avec les jeunes adultes et les crises d'angoisse, c'est quelque chose qui est vraiment d'aujourd'hui. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, on n'avait pas autant d'adolescents qui faisaient des crises d'angoisse. Maintenant, les crises d'angoisse, je pense que si on prend surtout les jeunes filles, on se demande qui n'a jamais fait de crise d'angoisse. Il y en a très très peu finalement. Et les parents sont un peu démunis par rapport à ça. Et donc proposer des ateliers de gestion du stress et que le coaching ne se centre pas uniquement sur la technique, qui est plutôt sur des gestions de groupe, mais aussi sur des aspects un peu plus individuels. Et donc on retiendra, je l'ai mis en orange, la gestion du stress et le coaching plus individualisé pour les jeunes filles, mais je pense que c'est valable pour toute la génération Z de manière générale. Et les problèmes rencontrés, donc les difficultés de faire face à l'adversité, à gérer les commentaires négatifs. L'intérêt est de mettre plutôt des objectifs sur les courts termes avec elles, donc comme je disais, de travailler sur le court terme, d'alléger un peu la pression que les jeunes s'imposent à eux-mêmes. Les jeunes filles sont extrêmement perfectionnistes, elles doivent exceller dans tout, on le disait au début, mais c'est vrai que, je pense que Marie Brasseur le disait, elle disait, mais en fait c'est la pression qu'on se met à soi-même. Et souvent les femmes, elles se mettent la pression, elles doivent toujours, elles ne peuvent pas rater. Alors je ne dis pas que les garçons, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a beaucoup de garçons qui sont aussi dans ce contexte-là, mais il y a quelque chose chez les jeunes filles qui est encore plus fort dans cette dimension-là.